il y a bien longtemps, au cœur du luxuriant village congolais de Luwambu, la rivière Mokola scintillait sous le soleil. C'était une source de vie pour les gens, ses eaux nourrissant les cultures, étanchant la soif et transmettant leurs histoires. Mais sous sa surface calme se cachait un monde inconnu, le royaume caché des Mamiwata, des êtres mi-humains, mi-poissons, qui avaient élu domicile dans la rivière. Pendant des années, les humains et les Mamiwata ont vécu dans une paix prudente, liée par une entente tacite. Mais cette paix était fragile. Un jour, les eaux de la rivière se sont teintées de rouge, empoisonnées par des produits toxiques jetés par les humains pour nettoyer leurs outils de travail. Les Mamiwata, affectés par cette pollution, ont commencé à tomber malades. Le roi du village, Nzinga, a ignoré les avertissements des anciens, affirmant que ces pratiques étaient nécessaires pour augmenter les récoltes. Les Mamiwata, menés par leur reine Kibibi, se retirèrent dans les profondeurs, furieux et blessés par l'ignorance humaine. La rivière devint un symbole de division. Le prince Kalala, fils du roi Nzinga, marchait le long du chemin poussiéreux menant au bord de la rivière. La chaleur du soleil de midi pesait sur lui, mais c'était le poids des paroles de son père qui le tourmentait vraiment. « Tu dois prendre une épouse bientôt », avait dit ce matin-là le roi Nzinga, d'un ton sévère et définitif. Le peuple a besoin d'une reine. Il est temps que tu prennes tes responsabilités, Kalala. En regardant les ondulations de la rivière, Kalala sentait l'étau des attentes de son père se resserrer. Le mariage était la dernière chose qui l'intéressait. Son cœur aspirait à autre chose, à la liberté, au voyage, peut-être. Ou peut-être, pensa-t-il, quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. « Pourquoi as-tu l'air si troublé, mon prince ?» Kalala se tourna pour voir la veuve d'un pêcheur, Mama Luanzo, son corps frêle courbé sous le poids d'un panier de manioc. « Ce n'est rien, Mama Luanzo, dit-il en se forçant à sourire. « Oh, rien. » Quand un jeune homme regarde la rivière avec une telle intensité, quelque chose ne va pas, elle s'arrêta et posa son panier. « La rivière recèle de nombreux secrets, mon garçon. Certains sont assez lourds pour couler un cœur. Ne laisse pas le tien se noyer. » Il hocha poliment la tête, mais ces paroles restèrent gravées dans sa mémoire longtemps après son départ. Sous les eaux claires de la rivière Mokola à Ngolo, la princesse Maza nageait calmement parmi les coraux. Sa queue bleue argentée scintillait à chaque mouvement, reflétant la douce lumière des plantes qui illuminaient sa ville sous-marine. Mais à ce moment-là, Maza ne pensait pas nager. Son cœur était loin. « Maza, viens m'aider avec ses filets. » Sa mère, la reine Kibibi, l'appelait depuis l'entrée de leur maison. Elle tissait de fins brins d'herbe de rivière dans des filets de protection pour éloigner les prédateurs. Maza hésita, son regard dérivant vers la surface. « Maza. »« J'arrive, mère. » Elle nagea, mais ne put cacher son expression distraite. « Et qu'est-ce qu'il y a, cette fois » demanda Kibibi en fronçant les sourcils. « Mère, dit-elle prudemment, comment est-ce, là-haut ? Pourquoi poses-tu de telles questions ?» Sa mère se raidit. « Je vois parfois la lumière traverser l'eau, dit-elle doucement. » Sa voix devint douce, presque mélancolique. « Il semble si chaud. J'entends les oiseaux chanter et la brise. Ça doit être magnifique. »« C'est dangereux, » claqua Kibibi, sa voix plus aiguë que prévu. « Les humains ne se soucient pas de nous. Ils ont empoisonné nos eaux, détruisant nos foyers et nos vies. Comprends-tu cela? Ils ne nous voient pas comme des égaux. Ils nous voient comme des intrus. »« Mais eux pas tous, » argumenta Maza. « Comment peuvent-ils tous être cruels? Les enfants que j'ai vus près de la rivière, ils rient et jouent. Ils ne semblent pas si différents de nous. » Kibibi soupira et posa le filet. Elle prit la joue de Maza dans ses mains et dit, « Mon enfant, je sais que tu es curieuse. Mais la curiosité peut te blesser. Tu n'es pas comme eux, et ils ne t'accepteront jamais. Promets-moi que tu ne t'approcheras pas de la surface. »« Je te le promets, » murmura Maza, même si son cœur n'était pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Le monde d'en haut l'appelait, comme une chanson lointaine. Silencieusement, elle nagea jusqu'à la surface, sa queue argentée scintillant sous le clair de lune. L'eau bougeait doucement lorsqu'elle émergea, prenant une bouffée d'air frais avec surprise. Au bord de la rivière, le prince Kalala était assis seul, perdu dans ses pensées. Il leva les yeux au bruit d'un clapotis. D'abord, il pensa qu'il s'agissait d'un poisson, mais ensuite, il la vit, une jeune fille aux écailles chatoyantes et aux yeux remplis d'émerveillement. Ils se regardèrent, figés.
Et qui es-tu demanda Kalala, la voix basse. Je suis Masa, répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Et toi? Kalala. Un silence s'installa entre eux, chargé de questions. Mais tu ne devrais pas être ici, dit Kalala sans bouger. Toi non plus, répondit Masa avec un léger sourire. Masa revint à la surface chaque nuit après leur première rencontre. La peur qu'elle ressentait autrefois disparut, remplacée par une excitation croissante, et leurs conversations devinrent de plus en plus longues. « Comment est la vie sous l'eau » demanda Kalala un soir, assis en tailleur au bord de la rivière. « C'est calme » répondit Masa, penchant la tête avec réflexion. « La lumière est douce, et tout bouge lentement, comme dans un rêve, mais parfois, on se sent seul. »« Seul » demanda-t-il, se penchant en avant. « Je me suis toujours demandé ce que cela ferait de marcher sur la terre, de sentir le soleil sur mon visage. Et toi? Qu'est-ce que ça fait d'être un prince? Ce n'est pas ce que les gens imaginent. Ils voient le titre, le palais, le respect, mais personne ne voit le poids. Mon père veut que je me marie et que je prenne le trône, mais je ne me sens pas prêt. Parfois, j'aimerais disparaître. » Il soupira, grattant une brindille entre ses doigts. « Peut-être que nous ne sommes pas si différents, toi et moi, dit-elle doucement. »« Peut-être pas, répondit Kalala avec un sourire. » De retour à Ngolo, les escapades nocturnes de Masa n'échappèrent pas aux regards attentifs. Son cousin Mbala, un guerrier loyal envers la reine Kibibi, la confronta un matin alors qu'elle rentrait de la surface. « Masa, dit Mbala, le ton ferme, où étais-tu? »« Pas loin, répondit-elle rapidement, évitant son regard perçant. « Ne me mens pas, la voix de Mbala était basse, presque un grondement. Je t'ai vu près de la surface. Sais-tu à quel point c'est dangereux? » Mbala, s'il te plaît, supplia Masa. « Est-ce que la reine le sait » l'interrompit-il en s'approchant davantage. « Si les humains te voient, ils ne te laisseront pas en paix. As-tu oublié ce qui est arrivé à l'oncle Kumalo? »« Je n'ai pas oublié, murmura-t-elle. Mais tous les humains ne sont pas mauvais. Certains d'entre eux sont bons. Je l'ai vu. Masa, écoute-moi. La surface n'est pas un endroit pour nous. Promets-moi que tu resteras à l'écart, dit-il fermement. Je te le promets, répondit-elle, même si elle savait que c'était un mensonge. Si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir la suite, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Pendant ce temps, au palais, les querelles entre Kalala et son père s'intensifièrent. La voix du roi Nzinga résonnait dans la grande salle alors qu'ils se disputaient une fois de plus. « Pourquoi me défies-tu, Kalala » cria Nzinga en frappant du poing sur la table. « Tu es un prince. Ton devoir est envers le royaume. »« Je sais quel est mon devoir, père, » répondit Kalala, essayant de garder son calme. « Mais je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. »« L'amour » Nzinga se moqua. « L'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Le peuple a besoin de stabilité, pas de tes rêveries d'enfant. » Puéril. Sa voix s'éleva. Est-ce enfantin de vouloir être heureux? De vouloir autre chose que ce cycle sans fin de règles et d'attentes. Tu es un prince, tonna son père. Ton bonheur n'a aucune importance. Peut-être que ça devrait, dit Kalala avant de tourner les talons et de quitter la pièce. De son côté, Masa commençait à remarquer des changements en elle. Ses écailles brillaient plus intensément, et elle ressentait une lourdeur étrange à chaque mouvement. Un soir, elle décida d'en parler à sa mère. « Maman, je dois te dire quelque chose, » dit-elle avec hésitation. « Et qu'y a-t-il, mon enfant ?» Kibibi leva les yeux de son tissage. « Je suis allée à la surface, » avoua-t-elle. La reine se figea, ses mains s'arrêtaient net. « La surface » répéta-t-elle d'une voix coupante. « Masa, as-tu perdu la tête? Sais-tu à quel point c'est dangereux? » J'ai rencontré quelqu'un, poursuivit Masa, les larmes aux yeux. Un humain. Son nom est Kalala. Il est gentil, maman. Il n'est pas comme les autres. Un humain, murmura Kibibi. Masa. Non. Cela ne peut pas être. C'est interdit. Je l'aime, dit-elle, la voix tremblante. Et, je pense que je porte son enfant. La pièce devint silencieuse. Oh, mon enfant, dit finalement Kibibi, la voix brisée par l'émotion. Que as-tu fait? Incapable de contenir ses émotions,
Maza nagea jusqu'à la surface cette nuit-là pour retrouver Kalala. Ses écailles brillantes illuminaient l'eau sombre alors qu'elle se dirigeait vers la berge. Kalala était là, comme toujours, son visage s'éclairant en la voyant. « Maza, dit-il en se levant. « Tu es là. »« Je devais te voir, répondit-elle, la voix tremblante. « Et Kalala, il faut que je te dise quelque chose. »« Mais qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, l'inquiétude dans ses yeux. « Je porte ton enfant, dit-elle. Les yeux de Kalala s'écarquillèrent, et il resta sans voix pendant un moment. « Un enfant, dit-il, ému. Maza, c'est incroyable. » Mais un bruit lointain interrompit leur joie. Les villageois approchaient, leur torchée illuminant la rivière comme un serpent de feu. « Kalala, murmura-t-elle, la panique montant dans sa poitrine. « Ils ne doivent pas me voir. »« Pars, vite, murmura-t-il avec urgence. Je vais les distraire. Nous nous reverrons demain soir. Je te le promets. » Elle hésita, le cœur serré, avant de replonger dans la sécurité des eaux sombres. Les visites nocturnes de Maza à la surface devinrent une habitude, mais malgré sa prudence, les villageois commençaient à murmurer. Des lueurs étranges et des mouvements dans l'eau avaient attiré l'attention. Kondo, un pêcheur chevronné, se tourna vers l'aîné du village, Mama Kilombo, alors qu'ils discutaient au marché. « Ce sont eux, déclara Kondo avec insistance. J'ai vu la lumière. La mamie Wata est revenue. »« Me revenue » répéta Mama Kilombo avec inquiétude. « Peut-être est-ce une malédiction ou une vengeance. Nous devons en informer le roi. » Les rumeurs se propagèrent comme un incendie, attisant la peur et la méfiance parmi les villageois. Lorsque la nouvelle parvint au roi Nzinga, son peuple exigea des mesures immédiates. Si ce récit vous captive, montrez votre soutien en vous abonnant et en partageant la vidéo. Pendant ce temps, la reine Kibibi convoqua une réunion d'urgence avec son conseil. Mbala, son cousin et fidèle guerrier, lui rapporta les absences répétées de Maza. « Elle met tout notre royaume en danger, déclara Mbala en faisant les 100 pas, si les humains la découvrent, ils n'hésiteront pas à attaquer. »« Assez, Mbala, rétorqua Kibibi d'un ton glacial. Maza est ma fille, et c'est à moi de décider. Bien qu'il désapprouvât, Mbala se retira, contraint au silence. Après la réunion, Kibibi convoqua Maza dans ses appartements privés. Maza, commença-t-elle d'un ton calme mais sévère, combien de temps pensais-tu pouvoir cacher cela? Tes actions mettent tout notre royaume en péril. Mère, je l'aime, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Kalala n'est pas comme les autres. Il ne me ferait jamais de mal. L'amour ne te protégera pas des lances humaines, répliqua froidement Kibibi. Tu es aveugle au danger, mon enfant. S'ils te trouvent, ils te détruiront. Alors laissez-moi leur montrer que nous ne sommes pas leurs ennemis, supplia-t-elle. S'ils me voient, s'ils m'entendent. Non. La voix de Kibibi traversa la pièce comme une lame. Tu ne remonteras plus à la surface. Est-ce clair? Oui, mère, répondit Maza. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Cette nuit-là, malgré les avertissements, Maza retourna à la surface. Kalala l'attendait, son visage s'illuminant à sa vue. Maza, dit-il en s'approchant. Tu es revenu. Je devais, répondit-elle avec émotion. Je ne pouvais pas rester loin de toi. Ils parlèrent doucement, rêvant d'un avenir où leur enfant pourrait vivre en paix. Mais dans l'ombre des arbres, d'autres yeux les observaient. Kondo, accompagné de villageois armés de torchers et de lances, fixait la lueur scintillante sur l'eau. La voilà, murmura-t-il, serrant sa lance. La mamie Wata. Avant qu'ils ne puissent avancer, la voix ferme de Kalala les arrêta. Attendez, dit-il en se plaçant entre Maza et les villageois. Les premiers rayons du soleil se levaient lorsque la confrontation prit fin. Les villageois, encore divisés entre crainte et curiosité, reculèrent lentement, suivant Kondo qui jetait un dernier regard méfiant à Maza. Nous reviendrons, prévint-il, sa voix teintée de défi. Si cette paix n'est qu'un mensonge, le sang coulera. Maza, le cœur serré, regarda Kalala, espérant qu'il pourrait calmer les siens. Mais dans ses yeux, elle eut une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. De retour dans les eaux de Mokola, Maza retrouva sa mère, Kibibi, qui l'attendait avec un visage dur. « Je t'avais ordonné de rester en bas, gronda la reine. Tu as ignoré mes avertissements,
et regarde ce que cela a provoqué. Mère, je voulais leur montrer que nous pouvions coexister, répondit Masa, la voix tremblante mais déterminée. Les as-tu réussi? Kibibi se leva, imposante dans sa colère. Tout ce que tu as fait, c'est attiser la peur des humains. Ils reviendront, et ils ne viendront pas seuls. Au même moment, dans le village, Kondo rassemblait des hommes. Les discussions de la veille n'avaient fait qu'alimenter sa méfiance. Pour lui, les Mamiwata restaient des créatures dangereuses qu'il fallait éradiquer. Nous n'attendrons pas qu'elles attaquent les premières, déclara-t-il à ses compagnons. Nous frapperons leur royaume avant qu'elles n'aient la chance de nous détruire. Kalala tenta de raisonner son peuple, plaidant pour la paix et racontant ce qu'il savait de Masa. Mais ses paroles tombèrent dans l'indifférence, sa relation avec elle étant perçue comme une trahison. La guerre éclata une semaine plus tard. Les hommes armés de lances, de filets et de torchets avancèrent vers les eaux de Mokola, brûlant les roseaux et empoisonnant les rivières. Les Mamiwata, forcés de se défendre, invoquèrent les forces des eaux, des vagues puissantes balayèrent les assaillants, mais à un prix élevé. Mbala mena la contre-attaque avec une détermination implacable. Il n'avait plus confiance en la diplomatie et voyait désormais Kalala comme un traître. Masa, elle, se retrouvait déchirée entre son amour pour Kalala et son devoir envers son peuple. Au milieu du chaos, une rencontre fatidique eut lieu, Kondo et Masa se retrouvèrent face à face. « C'est toi qui as causé tout cela » l'accusa Kondo, levant sa lance. « Non » s'écria-t-elle. « Cette guerre, c'est Ta-En qui l'a déclenchée. » Mais avant qu'il ne puisse frapper, Kalala s'interposa. « Assez. Cette folie doit cesser » cria-t-il. L'intervention de Kalala permit un moment de répit. Le champ de bataille s'immobilisa, les deux camps observant la scène avec tension. Kibibi, apparaissant dans toute sa majesté, utilisa sa magie pour envelopper les deux camps d'un silence imposant. « Cette guerre doit s'arrêter » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un grondement de tonnerre. « Si nous continuons, il ne restera plus rien ni pour vous, ni pour nous. » Les regards échangés entre les guerriers humains et les Mamiwata montraient que les deux camps étaient épuisés. Mais le chemin vers la paix s'annonçait long, semé de méfiance et de rancune. Masa et Kalala prirent alors une décision audacieuse, devenir les médiateurs entre leurs deux peuples. Mais ils savaient qu'ils auraient à affronter non seulement leurs ennemis, mais aussi leurs propres alliés, pour bâtir un avenir où les humains et les Mamiwata pourraient enfin vivre en harmonie. Si ce récit vous captive, montrez votre soutien en vous abonnant et en partageant la vidéo. La trêve improvisée, fragile comme le fil d'une toile, permit aux deux camps de panser leurs blessures. Cependant, la tension persistait, alimentée par des années de peur et de méfiance. Masa et Kalala savaient que ce n'était qu'un répit temporaire. Le véritable défi résidait dans la réconciliation. Ils décidèrent de retourner ensemble au village humain, malgré les protestations de Mbala et les avertissements de Kibibi. « Tu joues avec le feu, ma fille » avait murmuré la reine en serrant son sceptre d'or. « Mais si tu échoues, sache que mon devoir est de protéger notre peuple, quel qu'en soit le prix. » Kalala et Masa arrivèrent au village sous des regards mêlés de peur et de colère. Kondo les attendait, entouré de guerriers. « Pourquoi es-tu revenu » cracha Teil, sa lance fermement tenue. « Parce que je refuse de voir nos peuples s'entretuer » répondit Masa avec calme. « Nous pouvons coexister, mais cela ne se fera que si nous abandonnons la haine et la peur. » Les anciens du village, menés par Benga, se joignirent à la conversation. « Si elle dit vrai » dit Benga en regardant Kondo, « alors nous devons l'écouter. La guerre n'a jamais apporté que la destruction. » « Et si elle ment » répliqua Kondo. « Alors ce sera nous qui aurons le sang de l'innocence sur les mains » répondit Benga. Sous la pression des anciens, un conseil fut organisé. Masa expliqua les traditions et les craintes des Mamiwata, tandis que Kalala défendit l'idée qu'ils n'étaient pas des monstres, mais un peuple cherchant à protéger son territoire. Les négociations furent longues et ardues. Chaque tentative de compromis semblait provoquer des désaccords. Pourtant, un fragile espoir naquit, un pacte. Le pacte proposait que les humains respectent les eaux de Mokola et cessent leurs incursions, tandis que les Mamiwata partageraient leur savoir sur les cycles de l'eau et les secrets de la pêche durable. Pour sceller l'accord, un rituel fut organisé dans une crique isolée, en présence de Kibibi et des anciens du village. Masa et Kalala furent désignés comme les symboles vivants de cette union. Cependant, tous ne partageaient pas cet optimisme. Kondo, furieux de voir ses pairs céder, complota avec des guerriers mécontents. La nuit avant le rituel, ils attaquèrent la crique,
espérant capturer Masa et prouver sa perfidie. Mais ils sous-estimèrent la puissance des Mamiwata. Kibibi, alerté par les esprits de l'eau, intervint, déchaînant une vague gigantesque qui repoussa les assaillants. Kondo fut capturé, et son acte de trahison exposé devant le village. Benga, déçu et las, déclara: « La peur est notre véritable ennemi. Ceux qui ne veulent pas la paix n'ont pas leur place parmi nous. » Kondo fut exilé, mais la méfiance qu'il avait semée continua de hanter les cœurs. Le rituel fut mené à bien, et le pacte devint officiel. Pendant des années, les tensions diminuèrent, mais la paix resta précaire, nécessitant vigilance et dialogue constant. Masa et Kalala consacrèrent leur vie à renforcer ces liens, devenant des légendes vivantes, symbole de l'union entre deux mondes jadis ennemis. Pourtant, dans les profondeurs de l'eau et les recoins des forêts, des murmures persistaient. Un jour, les humains ou les Mamiwata pourraient rompre ce fragile équilibre, ramenant la guerre avec encore plus de violence. Mais pour l'instant, le royaume de Mokola et les villages humains apprenaient à vivre ensemble, un jour à la fois, guidés par l'amour et le courage de ceux qui avaient refusé de céder à la peur. Les années passèrent, et la paix entre les humains et les Mamiwata, bien que fragile, sembla tenir. Masa et Kalala avaient uni leurs forces pour bâtir un pont entre leurs deux mondes. Leurs efforts avaient permis aux humains de mieux comprendre les Mamiwata et vice-versa, mais une tension sous-jacente persistait. Un soir, alors que Masa et Kalala contemplaient la lune au bord de la crique où avait été scellé le pacte, une étrange sensation envahit Masa. Les eaux, habituellement calmes et apaisantes, semblaient vibrer d'une énergie sombre et hostile. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle en posant une main sur la surface de l'eau. Avant que Kalala ne puisse répondre, un puissant tremblement secoua la terre et fit jaillir une vague noire des profondeurs. Masa fut projeté en arrière, tandis qu'une silhouette immense émergeait de l'eau. Une créature, à la fois Mamiwata et quelque chose de bien plus sombre, s'éleva. Ses écailles étaient ternies, ses yeux rouges comme des braises, et une aura malveillante émanait d'elle. « Et qui ose troubler mon sommeil » gronda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho sinistre. Masa la reconnut instantanément. C'était Nyoka, une ancienne Mamiwata déchue, bannie depuis des siècles pour sa soif de vengeance contre les humains. « Nyoka » balbutia Masa, le cœur serré. « Que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas exister dans ces eaux. » Nyoka ricana, sa voix emplie de rancune. « Vous avez osé briser l'équilibre. Ce pacte n'est qu'une insulte à notre pouvoir. Les humains ne méritent pas notre clémence. » Elle tendit une main griffue vers Kalala, qui tenta de protéger Masa. « Toi, humain, tu es la preuve de leur corruption. Ils te manipulent, et tu as trahi ton propre sang. » Kalala serra les poings, défiant le regard de la créature. « Ce n'est pas vrai. Nous avons travaillé ensemble pour la paix. Tu n'as pas à raviver la haine. » Mais Nyoka n'écoutait pas. D'un geste, elle fit surgir des eaux sombres des créatures aquatiques monstrueuses, mi-humaines, mi-démons. Elles avancèrent en grondant, prêtes à attaquer. Masa tenta de raisonner Nyoka. « Ce cycle de vengeance ne fera que détruire tout ce que nous avons construit. » « Construire quoi » rugit Nyoka. « Une illusion fragile, prête à s'effondrer au moindre souffle ? Je vais détruire cette mascarade et rappeler à tous la puissance des Mamiwata. » La bataille éclata. Les eaux se déchaînèrent, et le ciel lui-même semblait se briser sous la fureur de Nyoka. Kalala, armé d'une lance, se battit aux côtés de Masa. Alors qu'il semblait acculé, Masa sentit un appel profond, venu des profondeurs des Joulous. C'était la source originelle des Mamiwata, un pouvoir ancien que peu osait invoquer. « Masa, non » hurla Kalala en voyant ses yeux luire d'une lumière bleutée. « C'est notre seule chance, Kalala » murmura-t-elle. Elle plongea dans l'eau, disparaissant dans les ténèbres. Kalala l'appela désespérément, mais elle ne répondit pas. Pendant ce temps, Nyoka préparait une attaque finale, un tourbillon gigantesque destiné à engloutir le village humain et les terres environnantes. Puis, soudain, une explosion de lumière jaillit des profondeurs. Masa réapparut, entourée d'une aura éblouissante. Elle brandissait une perle scintillante, le cœur des Joulous, un artefact capable de sceller Nyoka pour l'éternité. Mais lorsqu'elle tenta d'utiliser son pouvoir, Nyoka lança une dernière attaque. La perle éclata, projetant Masa et Kalala dans des directions opposées. Quand la lumière retomba, Nyoka avait disparu, scellée dans les profondeurs. Mais Masa, elle, était introuvable. Kalala, blessée mais debout, hurla son nom dans le vide. Le silence lui répondit,
ponctué seulement par les vagues apaisées de la crique. Dans le village et sous l'eau, le chaos laissa place à une question terrifiante, Masa était-elle vivante? Et si elle l'était, quel prix avait-elle payé pour sauver les deux royaumes? Les regards se tournèrent vers Kalala et Kibibi, désormais porteurs de la lourde tâche de maintenir la paix en l'absence de celle qui en était le cœur. Mais dans les profondeurs obscures, un faible éclat de lumière semblait persister, comme un dernier espoir, ou un avertissement. L'histoire de Masa offre plusieurs leçons profondes et universelles qui résonnent à travers les thèmes de sacrifice, de tolérance, et de courage face à l'inconnu. Voici quelques-unes des principales leçons. 1. La peur de l'autre engendre des conflits destructeurs. La méfiance entre les humains et les Mamiwata, nourrie par des siècles de légendes et de malentendus, reflète la manière dont la peur et l'ignorance peuvent conduire à la haine et à la violence. L'histoire montre que le dialogue et la compréhension mutuelle sont essentiels pour surmonter ces barrières. 2. Le sacrifice personnel peut changer le destin de nombreux autres. Incarne le courage de ceux qui mettent en péril leur propre bien-être pour un idéal plus grand. Son choix de plonger dans les profondeurs et de risquer sa vie pour sauver son peuple et les humains illustre la puissance du sacrifice pour le bien commun. 3. La paix est fragile et nécessite un effort constant. Le pacte entre les humains et les Mamiwata est un exemple de la difficulté de maintenir la paix, surtout lorsqu'elle repose sur des bases fragiles. Cela rappelle que la paix n'est pas un état permanent, mais un processus qui demande vigilance, compromis et résilience. 4. La vengeance et la rancune détruisent plus qu'elles ne réparent. Nyoka représente les dangers de s'accrocher au passé et de laisser la colère guider ses actions. Sa soif de vengeance ne fait qu'exacerber les souffrances des deux camps, soulignant que le pardon et la réconciliation sont les seules voies durables pour avancer. 5. L'amour et la compréhension peuvent transcender les frontières. La relation entre Masa et Kalala illustre le pouvoir de l'amour pour surmonter les différences. Leur union symbolise l'idée que, malgré les divisions, il est possible de trouver un terrain commun si on accepte d'écouter et de respecter l'autre. 6. Le leadership implique des choix difficiles. Kibibi et Masa montrent que diriger implique souvent de faire des sacrifices et de prendre des décisions difficiles, parfois en contradiction avec ses propres désirs. C'est une leçon sur la responsabilité et le poids du leadership. En somme, cette histoire invite à réfléchir sur les conséquences de nos peurs, sur l'importance de dépasser nos préjugés, et sur la nécessité de faire preuve de courage pour bâtir un monde meilleur. Elle laisse aussi entendre que même après des victoires, les défis persistent, et qu'il appartient à chaque génération de poursuivre les efforts pour la paix et l'harmonie. Si vous êtes aussi captivé que nous par cette histoire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de récits fascinants, et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cet épisode.